Merci. Alors nous allons maintenant parler d'un sujet qui fait débat, pour ne pas dire qui fâche, celui du rôle des médias face à l'urgence climatique et leurs responsabilités. Et j'appelle sur scène sans tarder pour assurer le SAV Marie Mamjoglou, journaliste reporter pour France Info et l'émission Thalassa, Gilles Trichard, journaliste réalisateur pour Oui Demain, le média pour changer d'époque. Et enfin, en duplex, Nathalie Gontard, qui nous attend depuis un petit temps pour échanger sur ces sujets. Alors, on l'a vu ce matin, pendant que Marie et Gilles s'installent dans l'enquête CSA E5T. Alors, Marie, tu n'étais pas là, mais le climat, c'est la deuxième préoccupation des Français. Et malgré tout, ils trouvent que le temps médiatique et le traitement médiatique n'est pas satisfaisant. J'avais une première question pour Nathalie Gontard en duplex, mais elle n'est pas encore connectée, donc on va attendre qu'elle se connecte et qu'elle apparaisse à l'écran. Gilles, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours dans les médias, du documentaire que tu as fait, Toxic Bay, qui a été vu et diffusé dans plus d'une trentaine de pays. Et comment tu en es arrivé aujourd'hui à où tu en es? Alors, sur le parcours, je vais passer très très vite, parce que limité, le gimmick va retentir bientôt, n'est-ce pas, monsieur? Mon parcours, j'ai été journaliste dans différents médias, presse écrite, j'ai fait des reportages, etc. Et puis un jour, ça arrive parfois dans la vie d'un reporter. Je lisais Tintin quand j'étais enfant, donc ça a dû jouer. Je suis parti aux Philippines, mais pour faire un autre sujet sur les enfants des rues. J'étais pas le premier à faire un sujet de ce type, et il faut en parler, mais j'étais pas le premier. Mais il se trouve que j'ai levé un lièvre, j'ai soulevé un couvercle, j'ai découvert un scandale écologique et humanitaire, les deux allant ensemble. Vous vous rappelez, dans les fin des années 50, c'était pas moi, mais Minamata, la catastrophe au Japon, le mercure qui crée des maladies terribles, une catastrophe à base de pollution accidentelle à base de mercure. Et bien là, aux Philippines, en 2004, je retrouve la même chose. Et dû aux armes de la guerre en temps de paix, je précise, il y a donc deux bases militaires aux Philippines. Il y avait la base de Subic Bay et la base de Pinatubo, Clark Air Force, près de la montagne. Et en 92, on ferme les bases suite à un vote du Sénat philippin. Les Américains sont marient, c'est le moins qu'on puisse dire, s'en vont, je retrouve des archives, et abandonnent les déchets toxiques militaires, à base de PCB, principalement, et d'autres choses, pas seulement du mercure, mais d'autres produits dont je ne vous donne pas la liste, bien sûr. Je suis allé me renseigner à l'INSERM et au CNRS. J'ai découvert que ça pouvait se passer des générations même, ces déchets toxiques. Et on les abandonne. Un rapport est fait par deux experts de la Maison-Blanche, mandatés par la Maison-Blanche, experts que j'ai retrouvés, et qui annonçaient cette catastrophe. Mais c'est resté dans les tiroirs. Il y avait d'autres préoccupations à l'époque pour Bill Clinton, et malheureusement, la catastrophe a eu lieu, continue de sévir. Et pourquoi je parle de ça? Pas pour raconter ma vie de journaliste, c'est parce que parfois on s'interroge, et surtout en ce moment, sur le rôle, l'importance, on en parlait ce matin, des journalistes. À quoi on sert? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on parle que des drames du monde, du bruit, de la fureur? Ou est-ce que parfois on peut amener à des solutions? Et le fait d'en parler, je vais vous raconter une anecdote, si on ne sait pas une anecdote, et je dirais presque malheureusement, je suis reparti là-bas pour TF1, c'était pour 7 à 8, et je suis parti avec la princesse Caroline de Monaco, qui a une association créée par sa mère, qui s'appelle l'AMAD, et le fait qu'il y ait une personnalité, il y avait des médias partout. Elle était reçue comme un chef d'État, et j'ai exposé à la princesse voilà, les conséquences de cette négligence, le mot est faible, cette connerie d'avoir abandonné des déchets toxiques militaires. Donc elle a contacté le président Bush Junior. Elle l'a interpellé. Et donc, il y avait, pour les médias du monde entier, il y avait une princesse qui interpellait le président. Donc, il y avait un côté romanesque, il y avait un côté... C'était vendeur, comme on dit dans la presse. Et ça a permis de jeter un éclairage, plus qu'un éclairage. Je me souviens, il y avait toutes les agences du monde qui étaient avec nous. Et le résultat, à quoi on sert?
Il y a une très belle formule de Bertolt Brecht qui dit « Celui qui ne sait pas est un ignorant, celui qui sait qui ne dit rien est un assassin ». Et là, il se trouve qu'on a dit les choses. Il n'y avait pas que moi, mais c'est moi qui ai lancé au départ le lièvre, qui ai révélé le scandale, et ça a permis des résultats concrets. Il y a une antenne californienne qui s'est installée pour faire de la dépollution d'eau. Le mal est fait, il y a encore des gens qui meurent en ce moment, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits, des installations de dépollution, des soins, des antennes médicales. Ça a alerté le monde entier. On part d'une enquête, j'avais juste un numéro de téléphone avec une famille victime, et ça se transfère au niveau planétaire. Voilà, je voulais parler de ça sans, comment dire, je ne vais pas passer une heure là-dessus. Le documentaire, je ne vous ai pas dit, s'appelle Les enfants de Toxic Bay, parce que la base militaire était à Subic Bay, au nord de Manille, à 250 km, je crois 200. Et je l'ai rebaptisé, en fait, Toxic Bay, bien sûr. Et voilà, on peut le voir sur Internet, sur YouTube. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais pas seulement un journaliste, j'étais un père de famille, j'avais 2 enfants en bas âge à l'époque, et puis je suis un citoyen, je ne suis pas juste quelqu'un qui fait son travail. Ça m'avait traumatisé, j'étais revenu et je m'étais dit, au moins, je me rappelle, le caméraman de l'époque m'avait dit, finalement, on fait du journalisme humaniste ou du journalisme d'utilité publique. Et voilà, parfois, comme disait Bettina Laville ce matin, on peut montrer la sidération, on peut tomber dans le aquabon, l'aquabonisme, comme disait Boris Vian, mais parfois, il peut y avoir derrière tout ça, la sidération, des actes, des engagements gouvernementaux, d'ONG, etc. Donc voilà, on peut être utile. Il y a une très belle chanson de Julien Clerc qui dit « Une chanson doit être armée pour être utile ». Vous vous rappelez cette belle chanson? Eh bien, parfois, un reportage peut être utile. Voilà, un article, un film. Voilà, je ne vais pas être plus long. C'est parfait, merci. Tu parles d'utilité publique. Marie, tu travailles chez France Télévisions, donc notamment en ce moment pour l'émission Thalassa. Est-ce que tu peux nous parler du rôle d'un média grand public comme France Télévisions dans l'information, la sensibilisation du grand public aux enjeux de transition climatique, et peut-être plus particulièrement de ton rôle à toi en tant que journaliste reporter sur une émission comme celle de Thalassa? Alors tu peux rester assise, mais debout c'est très bien si tu te sens comme tu préfères. Bon, je vais essayer d'être courte, parce que c'est vrai que Thalassa, c'est une émission que j'imagine tout le monde connaît, qui existe depuis plus de 45 ans maintenant. Quand on travaille sur un sujet pour Thalassa, non seulement on parle d'un point de vue humain, on parle des gens, on découvre, on fait des portraits, mais on parle bien évidemment de l'environnement. Tout à l'heure, j'entendais parler de l'herbier de Posidonie. L'herbier de Posidonie, c'est vraiment le poumon de la Méditerranée. Et aujourd'hui, en fait, il est en train de disparaître. Il y a beaucoup de scientifiques qui se mobilisent et qui font en sorte de replanter l'herbier de Posidonie. Donc, c'est des sujets sur lesquels aujourd'hui on discute, on parle et on traite dans les reportages. Pour la sensibilisation et pour l'objectivité des journalistes, en tout cas à France Télévisions, en fait, France Télévisions aujourd'hui, on va dire, a mis un point d'honneur pour la transition écologique. Et ils font énormément de choses. Alors vous allez me dire, les médias, ils font pas grand-chose sur la question des enjeux écologiques, environnementaux, etc. Ils font pas grand-chose. Bon, j'ai envie de vous dire peut-être. En tout cas, ils l'ont fait lentement. Ils le font progressivement. Mais aujourd'hui, dans les rédactions, et ça je peux vous le dire parce que j'en suis témoin, il y a vraiment une action qui se fait, une prise de conscience en tout cas, des rédacteurs, des journalistes qui ont envie que les choses changent, qui ont compris qu'il fallait sensibiliser la population. Et pour ça, c'est pas si facile que ça en fait. Quand on discute entre nous, l'idée c'est quoi? C'est de créer, c'est d'avoir envie d'attirer l'attention, c'est d'avoir envie de faire rêver, c'est d'avoir aussi envie aux gens d'agir. Ça c'est super important. Et pour ça, il faut être créatif. Et France Télévisions a fait un truc vachement bien, je trouve.
Je ne suis pas corporate, mais c'est vrai. C'est le journal de climat météo que vous avez certainement vu sur France 2. C'est une manière finalement de faire la météo différemment. Ce n'est pas juste je présente la météo, c'est il y a des interviews, il y a des chiffres, il y a des petits reportages. Et on va discuter des causes, des conséquences du changement climatique. Et ça c'est vachement bien. Il y a des pays étrangers aujourd'hui qui ont très envie de refaire la même chose parce que c'est attractif, parce que c'est intéressant et surtout ça explique. Ça explique pourquoi il y a des températures extrêmement hautes, il y a des chaleurs en France, voilà. Donc ça attire forcément le public. Voilà. Merci Marie. Alors les médias sont souvent accusés de tomber facilement dans le sensationnalisme et également d'en rester beaucoup sur les constats, le diagnostic, sans aider finalement les Français à devenir plus acteurs du changement. On parlait de journalisme de solution. Gilles, est-ce que tu veux évoquer un peu ton avis là-dessus et peut-être ce que tu fais? Et est-ce qu'on a Nathalie Gontard qui est connectée? Très bien. Donc Nathalie Gontard est annulée. Presque. Ah, elle est presque, très bien. Bon, on attend dès qu'elle apparaît, comme ça je verrai, on donnera la parole. Mais vas-y, en fait, Gilles. Le journaliste dit de solution, que les Américains appellent parfois le journalisme positif, constructif. Il y a plein de traductions, plein de mots. Bon. C'est apparu dans les années 90 aux États-Unis. Et il y a même un réseau aux États-Unis qui s'appelle, j'ai noté le nom, vous pouvez le voir sur Internet, le Solutions Journalist Network. Alors, en France, moi je me souviens, je bossais à Libé à l'époque, quand on parlait de solutions, comme on fait aujourd'hui, tout à l'heure on a entendu des solutions depuis hier, on nous regardait comme si on était des bisounours, des idéalistes sympathiques, je me rappelle qu'un rédacteur en chef m'avait dit « on ne fait pas de bons romans avec de belles histoires ». Et il disait c'est pareil pour les reportages, il fallait de sales histoires. Alors moi j'en ai raconté une à l'instant, mais justement pour montrer qu'il peut y avoir aussi, après, la sidération des solutions. Et le journaliste de solution, c'est pas du public reportage, c'est pas de la communication, c'est pas pour faire plaisir à un copain ou à une personnalité, une initiative, etc. C'est montrer ce qui peut se faire, les évaluer et s'appuyer sur des expertises, parce que sur des tas de sujets, moi je peux vous dire, tout à l'heure j'ai pris des notes, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, parce que forcément je ne suis pas un expert, et il est important de s'appuyer, et là je lui fais une petite publicité, il est encore là, Christian de Pertuis, quand il parle, il incarne une problématique, je passe sur les loups des mers, ça m'a rendu sympathique les loups des mers, mais il faut s'appuyer aussi sur des scientifiques qui... non, je pense à Aurélie Sevestre, pardon, qui parle des sujets. Comment? Heidi peut-être. Heidi Sevestre, pardon. Si je mélange les prénoms, c'est le soleil de La Rochelle. Et elle en parle très très bien. Et donc il est important qu'on ait une expertise abordable, accessible, très communicative, enthousiaste. Donc il y a tout ça à trouver. Et le journaliste de solution, il y a... En fait, j'ai envie de dire, il y a Reporters sans espoir, vous vous souvenez, ce magazine qui est sorti il y a 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas quels sont les chiffres de vente, etc., mais je pense que ça devrait être un peu partout et pas dans les rubriques environnement. Ça doit être partout, le journalisme de solution. Ça doit être aussi abordé par la philosophie, la sociologie, pas être cantonné dans une rubrique qui, a priori, et même souvent plutôt, est regardée par des personnes qui sont déjà convaincues par le sujet. Voilà. Merci. Donc, Gilles. en gros, c'est la bouteille à moitié pleine, c'est montrer les trains qui arrivent à l'heure, montrer qu'il y a des gens extraordinaires à La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. On a fait un numéro, alors j'en viens aux journalistes de solution et je fais une page de publicité. Je fais ma petite page de publicité. C'est Oui Demain, donc le magazine, la revue pour laquelle je travaille, qui, bien sûr, fait des constats et des diagnostics et des pavés dans la mare, mais montre aussi des pistes. On ne déprime pas, on ne tombe pas. La jeunesse, aujourd'hui, elle se détache aussi de ces... Elle regrette comment c'est traité. J'ai vu les sondages, j'ai écouté. C'est parce qu'on ne montre pas assez la fin du tunnel ou des pistes. Donc éclairer. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec Oui Demain. Voilà.
Alors merci. J'en parlerai. Et tu fais le pont avec justement le rôle des scientifiques. On a enfin Nathalie Gontard qui est connectée. Nathalie, merci pour votre patience. Donc Nathalie Bonjour. Gontard, qui est chercheuse, directrice à l'INRAE et qui est une spécialiste française de renommée mondiale sur le plastique, qui mène un combat depuis longtemps sur cette matière et qui a notamment été en contact ou en tout cas a fait l'effort d'être en contact avec les médias sur ce sujet depuis de nombreuses années. Et Nathalie, j'aimerais que tu nous donnes en tant que scientifique, d'ailleurs il y a d'autres scientifiques ici dans la salle, comment tu as vu ton rôle et comment ça a pu aider ou pas aider selon toi le rôle des médias dans ton travail. Alors bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Super. Oui, en effet, je suis chercheuse et je voudrais quand même juste commencer par dire que la mission du chercheur ne s'arrête pas du tout à la production de savoir, mais et donc même si la génération de connaissances est au cœur de son métier, il a aussi le devoir de transmettre au plus grand nombre les savoirs qu'il génère de façon à ce que tous les acteurs puissent les utiliser. Ça, c'est un rôle qui est très important et qui est souvent difficile car nous sommes finalement très peu aidés pour ce rôle-là. Alors, aujourd'hui, la plupart d'entre nous vont chercher les informations dans les médias et donc, évidemment, ces médias constituent un rouage fondamental de la chaîne de transmission des savoirs que nous générons. Et donc, ils sont très importants pour pouvoir les mettre à la disposition du grand public. Alors moi, ce besoin m'est apparu il y a une dizaine d'années. Il m'est apparu très important de former, d'expliquer, de collaborer avec les journalistes. Et cela me coûte du temps. Cela m'offre aussi de belles rencontres humaines et puis des discussions qui sont parfois passionnantes. Je pense que ma carrière d'enseignante au sein de l'université m'a peut-être facilité la tâche de ce côté-là, du côté de la transmission des savoirs. Et en ce qui concerne les plastiques, il me semble que le rôle de la collaboration entre les chercheurs et les journalistes pour la lutte contre cette pollution est importante pour moi, pour deux raisons majeures. La première, c'est la complexité du problème, la complexité de la dangerosité du plastique, qui en plus s'exprime sur le long terme, et simplifier les raisons de cette dangerosité ou la réduire aux impacts de court terme constitue pour les journalistes une tentation qui fait courir le risque de passer à côté des solutions qui sont réellement efficaces pour atténuer cette dangerosité. D'où l'importance de la collaboration entre journalistes et scientifiques pour pouvoir simplifier, mais tout en restant clair, pour éviter la simplification excessive. Et ça nécessite un effort important de communication pédagogique. Oui. Allez-y, Nathalie, continuez. J'aurais parlé d'une deuxième raison, oui. Continuez, Nathalie, nous vous écoutons. La deuxième raison pour moi, qui est très importante, ce sont les intérêts économiques autour du plastique, qui sont énormes. Et au-delà, je pense, de l'imaginable, tous les secteurs industriels sont concernés. Et il y a donc un investissement massif de la part des industriels dans les médias pour rassurer les consommateurs et les pousser à consommer toujours plus et préserver leur business. Alors, c'est le cas, par exemple, du recyclage qui n'en est pas, du tri sélectif qui serait suffisant pour disparaître le plastique avec des slogans du genre « trier, c'est gagner ». Alors, c'est leur boulot, on ne peut pas le leur reprocher, c'est ce qu'ils savent faire. Ils gagnent du temps en générant et en entretenant des doutes et des confusions autour de tout ce qui met en danger leur activité. Et je crois qu'il est vraiment de notre rôle, nous scientifiques, de participer au rééquilibrage des flux d'informations vers des objectifs qui ne concernent pas seulement les intérêts économiques des industriels, mais qui concernent aussi le bien-être et l'avenir de notre société. Merci beaucoup. On a un rôle très important à jouer. Et j'aurais peut-être voulu conclure cette petite intervention en revenant sur ce qui a été dit là par Gilles tout de suite sur le journalisme de solution. C'est important, c'est vrai, il ne faut pas être trop négatif.
Et en même temps, il ne faut pas non plus se laisser emporter par les courants dominants de pensée qui très souvent portent sur de l'innovation technocentrée qui, pour moi, est souvent un petit peu de l'optimisme béat. Hein. Et alors qu'il existe des solutions plus raisonnables qui pourraient consister à interroger et réviser nos modes de vie et de consommation pour aller vers des pratiques beaucoup plus respectueuses de notre bien-être d'abord, mais aussi de celui de nos voisins et aussi de celui de notre environnement. Donc des solutions d'accord, mais sans simplification à l'extrême, en sortant des sentiers battus. Et là aussi, je crois que la collaboration entre les scientifiques et les journalistes est fondamentale pour arriver à avoir des propos qui soient justes et pédagogiques à la fois. Merci Nathalie. Pour aller sur la fin de cette table ronde, Marie, on parle de la complexité de traiter des sujets voilà, éminemment complexes sans tomber dans le pour ou le contre ou des traitements trop simplistes. Comment à France Télévisions, on arrive à avoir une objectivité sur ces sujets? Est-ce qu'il y a des nouveaux formats qui se mettent en place? Tu en parlais, est-ce que des choses sont à venir? Et est-ce que, en tant que journaliste, vous vous sentez armé pour correctement traiter ces sujets de manière objective? Ça fait beaucoup de questions, ça. Vous avez pas mal de questions et allez, des nouveaux projets qui sont mis en place, oui. Là, depuis 2 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, France Télévisions met le paquet, on va dire ça comme ça. Et là, ça y est, ça se concrétise. Il y a une émission donc, qui sera lancée lundi. Je vous invite à regarder une émission sur l'environnement. Enfin, une émission que sur l'environnement sur France Info. Ce sera de 21h à 23h et je serai dans cette émission pour parler justement de tous les sujets. Et ça, c'est super parce que en regardant toutes les chaînes et en regardant toutes les télévisions, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui fasse vraiment une émission entièrement dédiée à l'environnement, en tout cas sur le service public. Donc là, sur France Info, lundi, tu participes à une nouvelle émission vraiment dédiée qu'au sujet de transition écologique énergétique. C'est exactement ça. C'est une première. Une quotidienne. C'est une quotidienne. Parfait. Quant à Thalassa, je pourrais pas vous dire, je peux pas vous donner les contenus. C'est un peu secret en ce moment parce que on va passer en prime sur France 5 et on a préparé des très 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 beaux sujets où l'environnement, bien évidemment, fait partie des sujets importants. Au-delà de ça, il y a aussi quelque chose de très important, c'est pour revenir à ce que vous disiez, il y a des formations à France Télévisions. Effectivement, les scientifiques, leur donner la parole, c'est extrêmement important. Ce travail d'équipe entre journalistes et scientifiques est primordial. Mais aujourd'hui, les journalistes, ils n'ont pas les connaissances sur l'environnement. Ils savent pas. Pourquoi? Parce que avant, les sujets, les thèmes environnementaux étaient réservés aux journalistes spécialistes, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, bien, nous, les journalistes, on n'est pas forcément super calés là-dessus. Donc, France Télévisions a décidé de lancer des formations. Et ça, c'est juste, mais primordial aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas que France Télévisions qui doit le faire aujourd'hui, mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et ça permet à tous les journalistes de la société de mieux comprendre, de rencontrer des spécialistes, de savoir comment aborder un thème, comment en parler à la télévision, comment en parler dans les reportages. Je vous donne un exemple très très simple. Il fait très chaud, on en a marre de voir juste des gens en train de manger de la glace ou d'être sur une plage en maillot de bain. Ça, c'est fini. On ne veut pas de ça. On veut justement qu'il y ait une explication directement avec le changement climatique. Pourquoi il fait chaud? Pourquoi? Combien de fois? Est-ce que ça va se reproduire? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a toujours les causes, les conséquences, les explications, donner des solutions. Le journalisme de solution, ce n'est pas forcément le journalisme des bonnes nouvelles. Ce sont des solutions et c'est de montrer aussi quelles sont les limites. Est-ce qu'elles marchent d'abord, ces solutions? Et évidemment, comme je disais, il y a des limites à tout ça. Voilà. Donc, charge à chacun de présenter ces sujets de conviction et de cœur à Marie.
qui aura donc cette quotidienne dès lundi sur France Info. Et félicitations encore Marie pour cette nouvelle émission. Tout en restant objectif, bien sûr, parce que c'est quand même le rôle du journaliste, je le rappelle. D'ailleurs, le rôle des scientifiques, c'est de transmettre. Le rôle des journalistes, c'est d'informer. Voilà, je vous le rappelle. Et pour le pour le mot de la fin, pardon, Nathalie, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que, ce que vous avez fait. Vous êtes scientifique et vous avez monté un spectacle avec une troupe de théâtre. On parle beaucoup de capter l'audience et capter les personnes. Racontez-nous le cheminement et pourquoi vous avez monté cette pièce. Eh bien, le cheminement, justement, ça passe par quelques journalistes, notamment, qui ont décidé de quitter le journalisme pur, et notamment une personne, Michael Bensoussan, qui a décidé de quitter le journalisme pur pour s'orienter vers l'organisation d'un festival destiné aux interactions entre art et science. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Avec la compagnie du Singe Debout. Donc, nous avons monté un spectacle. Alors, l'objectif est vraiment d'arriver à communiquer de façon moins anxiogène, plus audible, les connaissances des dangers et des solutions sur la pollution plastique. L'objectif est vraiment de s'adresser au grand public pour toucher autre chose que le cerveau intellectuel, celui d'en haut. C'est-à-dire pour aller chercher le cerveau affectif, pour aller chercher leur intelligence sensible, je dirais. Pour moi, il s'agit vraiment de communiquer sur un sujet assez complexe et anxiogène de façon plus empathique et donc plus efficace. Et je voudrais donc, à ce titre, donc justement vous informer que le mardi 6 février, au Théâtre de la Reine Blanche, nous aurons donc notre prochain spectacle sera donné. Le Théâtre de la Reine Blanche étant le lieu, je crois, incontournable et unique, qui est dans le 18e, où les arts et les sciences se rencontrent toute l'année au fil de la programmation. Et je pense que ça vaut le coup d'aller voir le programme de ce théâtre aussi. Voilà. Un grand merci Nathalie. Je crois que c'est un pont, un lien parfait pour la suite. Gilles, peut-être une citation inspirante. Ou juste une info à la suite. Alors, à partir de lundi, donc, France Info, le théâtre à la Reine Blanche, super théâtre d'ailleurs. Et on sort, oui, demain, ça tombe très bien puisqu'on est à La Rochelle. L'éditorial en avant-première, ça sort le 15 septembre, écrit par François Siegel, ce vent frais venu des territoires. On fait un spécial territoire, innovation dans les territoires, et on va planter notre tente, pourquoi pas. On va s'installer beaucoup en Nouvelle-Aquitaine et à La Rochelle. Voilà. Merci, un grand merci Gilles, Nathalie, Marie et à tous pour cette table ronde. Et je laisse la parole